Expresso. صباح الخير ومرحبا بكل مستمعينا وين كنتم مازال مواصلين حتى للتسعة ونص. معكم زين نهاركم مبروك. الان تكون هنا من الاستوديو حاضر معنا السيد لوران باتش رئيس Université Paris Dauphine وفي نفس الوقت تونس Dauphine. Bonjour et bienvenue à vous en Tunisie. Bonjour. Et sur les ondes d'Express FM. Alors, Paris Dauphine, pour ceux qui ne connaissent pas. Paris Dauphine, c'est une université et une grande école à la fois. C'est une université qui travaille beaucoup dans le domaine du management de l'entreprise et qui a une particularité pour le système français, c'est d'être sélective. Et puis elle est très orientée également vers l'employabilité des étudiants. Et c'est ce qui fait son caractère un peu différent et aussi son attractivité. Elle se classe comment aujourd'hui ? Elle se classe parmi les meilleures universités et grandes écoles françaises. On vient d'adhérer à la conférence des grandes écoles. Donc les grandes écoles nous ont reconnus comme étant l'une des leurs. C'est la première université dans ce cas. Ce qui signifie qu'en effet, on est reconnu pour la qualité des... Et puis le meilleur baromètre, je vais vous dire, c'est l'employabilité. Donc c'est l'insertion professionnelle des étudiants. Et de ce point de vue-là, nous ne connaissons pas la crise. Alors, on ne travaille pas sur des nombres considérables, mais enfin, 2000 diplômés de master chaque année, c'est pas négligeable. Et on a un taux d'insertion professionnelle qui ne bouge pas, donc qui reste au plus haut, ce qui veut dire que nos étudiants trouvent du travail quand ils sortent sur le marché, quand ils sortent diplômés. Et c'est en définitive le but. 100% des étudiants On n'est jamais à 100%, on est à 94%. Il y en a qui poursuivent des études, il y en a qui interrompent parce qu'ils suivent leur conjoint ou parce qu'ils ont un pépin, mais c'est difficile de faire plus que 94% aujourd'hui. Grande école, alors c'est quoi la différence justement ? Nous en parlons d'ailleurs lors de notre dernière interview, c'était encore une possibilité, peut-être un projet. Je comprends mieux là quand vous en parlez. La dernière fois, vous avez caché peut-être c'était une envie d'adhérer ou c'est comment ça se passe ou c'est eux qui... Non, c'est tout à fait naturel, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes un établissement sélectif, très professionnalisant et où il y a un esprit d'appartenance et une vie étudiante intense, vous avez toutes les caractéristiques d'une grande école. Et comme on avait toutes ces caractéristiques-là, la conférence des grandes écoles nous a reconnus comme étant finalement très ressemblantes à ce qu'étaient leurs membres. Et donc c'est un jalon dans une évolution naturelle. On est université parce qu'on recrute après le bac et pas après les classes prépa. On est université parce qu'on a des professeurs qui sont des enseignants-chercheurs au sens universitaire et académique du terme. Et on est une grande école parce qu'on professionnalise et parce qu'on sélectionne. Donc on s'emploie, si vous voulez, à brouiller les pistes et à essayer de prendre le meilleur des deux systèmes. Donc on joue sur tous les tableaux, ce qu'on nous reproche parfois à tort, puisque au fond, le but c'est d'essayer de prendre le meilleur des deux mondes. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et d'ailleurs en France, c'est une politique publique, depuis plusieurs années maintenant, d'essayer de rapprocher les deux types, les deux voies, les deux filières, la voie universitaire et la voie des grandes écoles. Et voilà. Alors bon, si vous observez d'ailleurs le recrutement des grandes écoles, la part des admissions qui se font tout au long du cursus augmente par rapport à la part des étudiants qui sont admis sur concours après les prépas. Les systèmes évoluent, le comportement des familles et des étudiants évolue, et au fond les grandes écoles aujourd'hui recrutent autant directement chez les étudiants universitaires qu'à la sortie des classes prépa. Et ça change quoi pour vous d'être reconnu en tant que tel ? Ça veut dire que le regard, ça confirme la qualité de la maison. Ça fait très plaisir, à juste titre, aux anciens diplômés et aux étudiants actuels de se dire, voilà, dans l'imaginaire français, les grandes écoles, c'est le top. Eh bien, Dauphine est reconnue dans le top. Alors, ce sont des représentations, elles sont bonnes ou fausses, mais dans la mesure où elles influencent le comportement des acteurs, ça nous aide, nous, à attirer des étudiants encore meilleurs. Qui vous reproche de jouer sur tous les tableaux ? Et qu'est-ce qui a reproché en fait contre ça ? Il y a toujours, vous savez, c'est souvent un trait d'esprit. Les gens aiment bien les catégories fixes, les cases. On est de l'un ou on est de l'autre. Alors si vous êtes des deux, c'est pas clair. Je fais souvent la métaphore avec le métissage. Et je dis Dauphine est une métisse. Mais nous revendiquons ce métissage. Et nous pensons que si nous sommes attractifs, c'est précisément parce que nous, encore une fois, nous essayons de prendre le meilleur du monde des écoles, le meilleur du monde des universités, mais en même temps d'éviter le moins bon des deux systèmes. Bon, nous évitons aux étudiants de faire 2 années de classe prépa qui ne sont pas toujours très épanouissantes, voilà, mais nous leur évitons aussi le grand bazar des universités non sélectives. Et donc, voilà, on essaye d'inventer, c'est même pas un modèle, il n'y a pas de modèle, mais d'inventer une expérience qui soit originale. Écoutez, l'évolution, la trajectoire de Paris Dauphine montre que ça réussit plutôt bien.
Pour vous, s'exporter, c'est une source d'argent ou c'est plus que ça? Oula. Alors si c'était une source d'argent, on aurait fait une grosse erreur. Non, on ne cherche pas à faire de l'argent, on cherche à équilibrer nos comptes pour financer le développement. Hein. Et puis alors je ne dirais pas qu'on s'est exporté, je préférerais dire qu'on s'est délocalisé. C'est-à-dire que le campus de Tunis, c'est Paris-Dauphine à Tunis. Voilà. Ça n'est pas une représentation, ça n'est pas un bureau, c'est vraiment Paris-Dauphine à Tunis, avec un challenge qui est de faire en sorte que les enseignants parisiens qui viennent intervenir ici, et qui ne sont pas tous français d'ailleurs au demeurant, arrivent à faire équipe avec les enseignants tunisois. Et c'est un challenge qu'on est en train de gagner. C'est-à-dire que on est en train en fait de stabiliser un corps enseignant local, très articulé avec le corps enseignant parisien et qui travaille en très bonne coordination. Parce que on a quand même 80 intervenants au total, hein, 300 étudiants, donc ça devient significatif. Et il faut durer, et pour durer, il faut tout simplement avoir des forces localement qui prennent en charge le campus. Mais c'est le campus Paris-Dauphine à Tunis. Nous avons ouvert la licence également à Londres. Nous allons l'ouvrir l'année prochaine à Madrid. Donc vous voyez que ce que nous essayons de faire, c'est d'être présents là où sont les jeunes, là où est la demande de formation, et d'aller au-devant de nos usagers. Voilà. Plutôt que d'attendre qu'ils viennent à nous, on va les voir. Mais ici à Tunis, quelles sont vos particularités? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire que vous ne faites pas en France? C'est des choses qu'on trouve ici, qu'on ne trouve pas en France ou à Londres, peut-être ou demain à Madrid. Est-ce qu'il y a des particularités? Parce qu'on parlait de métis tout à l'heure, Dauphine est une métisse. Est-ce que Tunis est encore une vraie métisse? Ou comment vous voyez cette université ici? Ici, on est comme à Paris, c'est une université sélective et professionnalisante. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les entreprises avaient sollicité il y a presque 10 ans maintenant notre venue, c'était de dire, écoutez, nous, notamment dans le secteur banque, finance et assurance, nous souhaitons avoir des cadres supérieurs d'un très bon niveau de formation, mais une formation orientée métier. On la trouve pas toujours, il y a de très bonnes formations hein, évidemment à Tunis, mais enfin, on la trouve pas toujours. Est-ce que vous pourriez venir développer ce modèle-là à Tunis? Donc c'est ce que nous faisons. Et ce que nous essayons de développer, c'est aussi des innovations pédagogiques, notamment autour de l'alternance. Alors, on a, je pense à notre master d'actuariat, un partenariat avec les sociétés d'assurance qui prennent en charge financièrement les étudiants dès la 3e année de licence, hein, qui les accompagnent sur toute la durée du cycle. Et en contrepartie, il est demandé à ces étudiants de travailler pendant 5 ans dans les sociétés qui les ont aidés. C'est pas une exigence très forte quand même de leur demander d'avoir un boulot à la sortie. Donc c'est un partenariat qui marche bien. Nous avons des intervenants professionnels, nous avons des stages, et donc on essaye de développer ici ce qui marche bien à Paris, c'est-à-dire l'alternance enseignement-entreprise, pour qu'à la sortie du diplôme, les étudiants soient employables. Donc non, nous sommes la métisse parisienne est aussi tunisoise, je vous rassure. Je parlais de particularités, avec des particularités quand même ou Les particularités, c'est que c'est souvent plus agréable de travailler à Tunis qu'à Paris, même si parfois il fait un peu plus chaud. Mais non, le programme est le même programme et voilà. Et l'offre était évidemment moins large qu'à Paris parce que on ne peut pas répliquer l'intégralité de notre offre parisienne. Justement, vous parliez de master, enfin par alternance, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des formations également post-bac, ou est-ce que quel est l'objectif aussi derrière l'installation de Tunis Dauphine? Est-ce que c'est seulement, vous avez directement parlé de ces offres peut-être qui s'adressent à un public déjà de professionnels ou en activité? Est-ce que Tunis Dauphine c'est également post-bac ou... Oui, alors ça c'est une grande ambition que nous avons de développer ce qu'on appelle la formation continue. Donc, on offre un MBA, le MBA international de Paris, en partenariat avec nos collègues de l'IAE. Et donc le MBA international de Paris, c'est une formation post-bac pour des cadres en activité et qui se déroule sur notre campus et qui marche bien maintenant depuis plusieurs années. On a des programmes diplômants, en particulier on offre un certificat en risk management, un certificat sur les principes et les pratiques de la finance islamique.
Et puis on offre des formations ad hoc, des formations sur mesure, co-construites avec les entreprises, une en particulier avec la Banque centrale de Tunisie, d'autres sont en discussion avec d'autres partenaires, et là tout est ouvert, et on aime beaucoup pouvoir discuter avec les entreprises de leurs besoins, d'essayer de définir un programme, des méthodes pédagogiques, de choisir ensemble les intervenants, et nous sommes très actifs et demandeurs de partenariats dans le domaine de la formation continue. Ça, c'est vraiment une marque de fabrique de la maison, et vraiment ce dialogue avec les entreprises de toute taille d'ailleurs, pour fournir des formations sur mesure, nous passionne, parce que c'est là où on rentre vraiment dans le cœur des besoins de l'entreprise, et ça nous intéresse énormément. Donc pour les entreprises, en fin de compte, si on pouvait résumer, quelles sont les offres, entre guillemets, qui s'adressent aux entreprises aujourd'hui? Pour les entreprises, soit leur cadre individuellement peuvent suivre... Parce qu'on a des banquiers qui sont intéressés là, qui demandent un peu plus de détails. Est-ce que c'est les banques, c'est négocié avec les banques, ou c'est les actifs qui s'adressent à vous directement? Comment ça se passe? Soit ce sont des individus qui rejoignent nos programmes de MBA, programmes de risk management, programmes de finance islamique, soit ce sont les entreprises qui viennent et qui discutent avec nous pour un programme intra-entreprise, sur mesure, adapté à leurs besoins, et là ils envoient 10, 15, 20 cadres suivre un cursus qu'on aura défini ensemble, et pour lequel on aura proposé un certain nombre d'experts, et qu'on aura donc, encore une fois, élaboré de manière contractuelle avec l'entreprise elle-même. Les deux formules sont possibles, et on est preneur de toutes les idées. Certificats, formation également, quelles sont vos références? Si c'est possible, bien évidemment, en parler. Vous les avez faites avec des banques aujourd'hui, avec qui travaillez-vous aujourd'hui? Alors les certificats... Je parle de formation, de choses comme ça. Les certificats, ce sont des formations diplômantes, où ce sont les individus qui s'inscrivent. Et donc on fait intervenir des professionnels, le cas échéant, mais ce ne sont pas des formations intra-entreprises. S'agissant des formations intra-entreprises, je citais, parce que c'est un programme le plus récent, celui avec la Banque centrale de Tunisie, où on a déployé une formation pour leur cadre, notamment sur les questions de finance islamique, mais tous les sujets sont ouverts et toutes les possibilités existent. C'est une activité très développée à Paris, et on aimerait qu'elle soit aussi développée à Tunis. Nous, notre travail, c'est quoi? C'est de fournir une expertise sur un certain nombre de sujets, une expérience en matière pédagogique, et toute l'ingénierie d'organisation de la formation, qui n'est pas le métier, en fait, de la plupart des entreprises. Et donc, on est absolument disponible pour ça. On a un cadre d'accueil qui n'est pas désagréable, au centre de Tunis. Et donc, on est tout à fait ouvert à la démarche des entreprises qui souhaitent former leurs collaborateurs. C'est un très bon investissement, vous savez. Quand les collaborateurs peuvent prendre un peu de recul, se retrouver entre eux, il y a un effet groupe aussi, il y a un effet de cohésion dans un cadre qui n'est pas le cadre de l'entreprise, et puis se passionner pour des sujets, je crois qu'ils éprouvent un très grand sentiment de reconnaissance à l'égard de l'entreprise qui leur permet tout ça. Donc la formation continue, c'est pas une charge, c'est pas du temps perdu, c'est de l'investissement dans la durée, et c'est même du temps gagné par rapport à la construction de l'esprit d'équipe en entreprise. Et alors pour les jeunes, pour aujourd'hui, quelle formation proposez-vous? Alors on a une licence en économie et gestion qui commence post-bac, et qui se déroule sur 3 années, on dit L1, L2, L3. Bon. On a une licence en mathématiques appliquée en fait à la finance, et qui commence en L3, donc on recrute des jeunes qui ont déjà 2 années post-bac. Et puis au niveau master, nous développons un master finance, donc sur 2 ans, et qui prépare soit au métier de la finance d'entreprise, soit au métier de la banque, de l'assurance et des marchés. Nous avons ensuite un master d'actuariat. Alors disons que c'est un master de mathématiques appliquées à la finance, de finance quantitative, on devrait plutôt le dire comme ça. Nous développons également un master de big data, de data scientist, pour former des spécialistes du traitement des données massives, et alors là, pour lesquels il y a des débouchés considérables dans tous les domaines économiques. Bon, et donc ce master de big data se déroule la première année à Tunis, la deuxième année à Paris, et puis nous allons ouvrir un master de management, vraisemblablement donc à la rentrée prochaine. Voilà. Donc il y a une offre qui est en train de se déployer lentement mais sûrement.
C'est pas pour cette rentrée, c'est pour Le master de management, c'est pour la rentrée prochaine, vraisemblablement. Tous les autres existent et sont ouverts, et il est encore possible de s'y inscrire. Mais comment vous pensez vos formations? Comment vous faites tel diplôme et pas un autre? Parce que là, il n'y a pas tous les diplômes qui sont proposés à Paris-Dauphine. Non, par exemple, le master de management sera un master plutôt je dis management, je devrais dire marketing, ce serait plus précis. Finance quantitative, ou finance de marché ou finance d'entreprise, c'est très clairement une demande du secteur des banques, finances et assurances. Et là, les grandes entreprises bancaires, les grandes compagnies d'assurance avaient des demandes très explicites. Et donc, on y répond parce qu'on sait qu'il y a des débouchés sur le marché du travail en Tunisie, au niveau master, donc au niveau encadrement. Donc nous, ce qui nous guide, c'est d'abord ce qu'on sait faire, bien sûr, et Dauphine est connu pour être assez bon dans le domaine banque, finance, assurance, mais ce qui nous guide aussi, c'est les débouchés professionnels. Justement, est-ce que vous avez parlé de certains diplômes où les étudiants pouvaient continuer à Paris? Est-ce que c'est là pour tous les diplômes ou pas forcément? Alors, la porte est ouverte, mais elle n'est pas plus ouverte aux Tunisiens qu'aux Parisiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de passage automatique de L3 en master, par exemple, même si un certain nombre d'entre eux, non négligeables, continuent en master à Paris. Mais je ne peux pas dire, ce ne serait pas de ta fenêtre, que la porte, que l'entrée est garantie. Ça n'est plus vrai pour les Parisiens, ça n'est plus vrai non plus pour les Tunisois. On traite les Tunisois et les Parisiens exactement sur le même plan, parce que pour nous, ce sont les étudiants de Paris-Dauphine, les uns à Paris, les autres à Tunis, mais c'est la même maison et ce sont les mêmes étudiants. Je ne vous le cache pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas été dans les foyers ou dans la tête de tous les étudiants de Tunis-Dauphine, mais je pense quand même que quelque part, ils sentent peut-être que ça, c'est quand même pas Paris-Dauphine. Donc c'est à ce niveau-là que je demande, est-ce qu'il y a la possibilité de continuer quand même à Paris-Dauphine? C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ça l'ambition quelque part de certains qui s'inscrivent chez vous, c'est pour aller peut-être par la suite, c'est comme un tremplin, c'est pour être peut-être, il y en a qui préfèrent être sur les 2-3 premières années chez eux avant de tenter l'expérience à l'étranger tout seul. Donc est-ce que c'est un vrai tremplin ou est-ce que pas forcément? Si, c'est un vrai tremplin. On avait hier soir la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants titulaires de la licence et du master. On remettait aux étudiants de licence 2 diplômes, la licence tunisienne et la licence de Paris-Dauphine. Et ce que nous leur remettons, c'est le diplôme de Paris-Dauphine, c'est pas un diplôme différent. Donc ils sont titulaires de la licence de l'université Paris-Dauphine. À ce titre, la logique, c'est évidemment de continuer en master à Paris. Beaucoup d'entre eux le font, mais je le répète, les Parisiens eux-mêmes, on leur demande maintenant d'avoir un certain nombre de prérequis. S'ils veulent faire un master de finance, il ne faut pas qu'ils aient une trop mauvaise note en licence, en finance. C'est assez logique. Bon, c'est les mêmes exigences pour les Tunisois. Alors, comme ils sont un peu plus loin, ils peuvent penser qu'on les traite différemment, éventuellement, j'en sais rien. Mais vraiment, on les a rassurés sur ce point, et ça n'est pas le cas du tout. Je répète, pour nous, c'est une seule université, avec des campus ici ou là. Évidemment, le campus parisien est beaucoup plus gros, et donc on a l'impression que c'est là que les choses se passent. Mais il se passe la même chose à Tunis qu'à Paris en termes de contenu de formation. Donc pour nous, c'est la même université, ce sont les mêmes étudiants, et c'est le même diplôme. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, et on est, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Ça, c'est une marque de fabrique de la maison. Ou à Londres aussi, ou demain à Madrid. Voilà. Par rapport justement à ces diplômes, bon, on a quelques questions, je vais essayer aussi de écouter. Par exemple, on a le cas d'une ingénieure qui dit, aujourd'hui, l'ingénieur Enit dit est-ce que c'est possible, enfin, c'est pour ça qu'on souhaite parfois être plus clair. Ne s'y retrouvez pas dans ce que elle dit. Oui. Il y a des choses pour l'entreprise, des choses pour les étudiants. Est-ce que pour un ingénieur pur et dur, Enit par exemple, aujourd'hui, il y a la possibilité de faire une double compétence chez vous, de faire un master? Bien sûr, nous on est tout à fait. L'Enit est une école prestigieuse et on est ravis d'accueillir des étudiants ingénieurs de l'Enit, notamment dans nos formations de finance. Pour un certain nombre de scientifiques, elles sont très attractives et c'est le moment de se présenter et de venir nous voir pour regarder ce qu'on peut faire ensemble et éventuellement s'inscrire dans notre master de finance. Oui, la réponse est oui, sans ambiguïté. Merci de l'intérêt de cette étudiante pour notre maison.
Et alors, il y a une banquière en activité qui dit, est-ce que vous avez des formations, elle met entre guillemets à la carte, elle dit, bon, aujourd'hui, les masters, c'est généralement des masters qui englobent des modules qui n'intéressent peut-être pas les cadres, qui restent un peu trop théoriques. Est-ce qu'il y a des formations pour nous à la carte? Alors je citais les certificats. Le certificat, c'est une formation de l'ordre de, alors c'est selon les cas, 5 à 5 jours de formation dans l'année. Donc c'est assez compatible avec une vie professionnelle exigeante comme celle des cadres du secteur bancaire. Et c'est assez ciblé. Pour le moment, il y en a 2, mais on est en train de travailler à d'autres. Nous en avons un, je le répète, en risk management. Nous en avons un autre sur principes et pratiques de la finance islamique. Voilà des formations très modulaires, très concentrées, très focalisées et assez légères en temps quand même pour permettre à des cadres de les suivre. Mais on est tout à fait à l'écoute de la demande et des besoins et on prendra les suggestions avec beaucoup d'intérêt. Voilà, les certificats sont sans doute la réponse à la question de votre interlocutrice. Alors, on sait qu'il y a des formations chez vous, enfin, qui permettent aussi de bouger, d'aller, enfin, que vous avez prévu, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je pense. Oui, alors on a, pour les étudiants en formation initiale, on s'est fixé à Paris comme objectif de faire 100% de mobilité au niveau de la L3, de la 3e année de licence. Bon, ben, c'est le même objectif à Tunis. On souhaite inciter et favoriser les échanges, au moins pendant un semestre, de nos étudiants tunisiens pour avoir une expérience internationale. D'ailleurs, au passage, pour les Parisiens, Tunis fait partie des expériences internationales. Hein, et on commence à envoyer des étudiants parisiens faire 6 mois dans la licence de Tunis. Et c'est évidemment une ouverture tout à fait importante. Alors oui, on encourage la mobilité. Cette année, on a 5 étudiants de L3 là, qui vont partir soit au Canada, soit à Genève. Et on va continuer de développer ça. Et alors là, je dirais que vraiment, le campus de Tunis bénéficie de l'ensemble des partenariats que l'Université de Paris a avec plus de 300 partenaires. Hein. Et donc la mobilité internationale des étudiants de Dauphine est ouverte aux Tunisois comme aux Parisiens. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. L'international, ça doit être une marque de fabrique aussi. Il y a l'alternance, il y a l'employabilité, il y a l'expérience en entreprise d'une part, mais il y a aussi l'ouverture internationale de nos étudiants. Et l'ouverture internationale pour les Tunisiens, ça ne peut pas être simplement Paris. Ça doit être l'ensemble du vaste monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin, enfin, c'est déjà le cas, hein, mais il faut qu'on incite également nos étudiants à avoir cette expérience-là. Comment voyez-vous l'enseignement supérieur en Tunisie et quel apport de Paris-Dauphine avec Tunis-Dauphine pour l'enseignement supérieur en Tunisie? On ne peut pas demander à Paris-Dauphine de régler, on ne peut pas attendre, on ne lui demande rien, hein, mais on ne peut pas attendre de Paris-Dauphine qu'elle apporte une solution à un problème qui concerne des centaines de milliers d'étudiants. Ça n'est pas possible. Bon. En revanche, ce qu'on peut peut-être attendre de Paris-Dauphine, mais c'est pas forcément à moi de le dire, c'est qu'elle expérimente des formules qui marchent et qui éventuellement donnent des idées. Et après tout, nous ne demandons qu'à être copiés. Si ce que nous faisons est bien, nous ne demandons qu'à être copiés. Mais on peut être un centre d'expérimentation, un centre d'innovation. Un exemple, ce serait très prétentieux de le dire, mais faire des choses qui donnent envie, qui montrent que c'est possible, voilà ce qu'on peut attendre de nous. Parce que sur les nombres, on intervient sur des trop petits nombres. Donc ce qu'on pourra faire de bien et d'intéressant, ça ne bouleversera pas le système, c'est bien clair. Hein. Nous, on a 300 étudiants. On est très fiers d'en avoir déjà 300 en 6 ans. Parce qu'on est une université sélective, on est une université qui est concentrée sur quelques disciplines seulement, donc il fallait les faire quand même, hein, ces 300 étudiants. Mais en même temps, à l'échelle du système, ça n'est pas grand-chose. Donc on peut être un centre expérimental pour le système, s'il le souhaite, s'il le veut, s'il nous observe. Mais on perturbe pas le système, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, on n'est pas là pour ça. Hein. On sait aujourd'hui que les universités privées tunisiennes s'exportent également, notamment en Afrique. Est-ce que Tunis-Dauphine peut être un tremplin également, peut être une porte? On sait que les Tunisiens ont envie que notre pays soit une porte pour l'Europe, pour la Russie, pour la Chine, pour les États-Unis, pour le continent africain justement, enfin une porte pour notre continent. Est-ce que l'inverse est possible? Est-ce que la porte passe dans les deux sens? Est-ce que les étudiants africains du continent peuvent étudier à Tunis-Dauphine pour continuer par la suite sur Paris-Dauphine ou autre? Bah, écoutez, oui, c'est notre ambition d'être un petit hub africain, d'attirer des étudiants du Maghreb, mais aussi d'Afrique subsaharienne. Pour être très franc, ça n'est pas facile.
Ça n'est pas facile. Alors, pour des raisons objectives, bon, éventuellement qui peuvent être liées à ce qui est perçu comme étant le risque pays, pour plein de raisons. Ça n'est pas facile. Mais enfin, c'est un objectif et nous essayons d'y travailler. Vraiment, oui, nous voudrions que Tunis Dauphine soit une université ouverte au Maghreb et à la région subsaharienne. Et puis quand même, il y a ce qui est la francophonie. Et c'est pas parce que l'anglais est devenu la langue internationale qu'il faut cesser de penser que la francophonie est un espace culturel à cultiver. Non, il faut la cultiver. Et oui, c'est un trait d'union entre plusieurs pays, entre plusieurs nations, plusieurs peuples. Et voilà, Paris-Dauphine veut aussi prendre appui sur la francophonie pour attirer des étudiants africains. Oui, oui. Nous y travaillons, mais je le répète parce que faut pas se mentir, c'est pas simple. Est-ce que ça reste cher, Tunis-Dauphine? Tunis-Dauphine reste cher et pourtant Tunis-Dauphine ne fait qu'équilibrer ses comptes. Nous n'avons pas 1 euro de subvention de l'État français, pas 1 dinar de subvention de l'État tunisien. Nous sommes 100% autofinancés et donc nous sommes obligés de demander une contribution des familles. Mais je veux dire ici avec beaucoup de force que nous sommes ouverts à tous les dossiers. Nous sommes fondés sur le principe du mérite et aucun dossier méritant ne sera refusé pour une raison financière. Nous avons un système de bourse, de dédouanement, de dégrèvement ou de réduction, voire de réduction totale des droits d'inscription. Aucun dossier ne sera refusé pour des raisons financières. Donc, c'est exigeant financièrement pour les familles qui peuvent en effet assumer cette charge. Mais je le répète, c'est ça ou rien dans la mesure où nous n'avons pas d'autres sources de financement que les contributions des familles. Ceux qui ne peuvent pas payer se présentent et nous étudions leur cas avec beaucoup de discernement. Et je les invite à le faire vraiment et surtout pas à s'auto-censurer. Merci à vous. Merci beaucoup. J'avais envie de vous dire, si vous aviez un point fort, ça serait lequel? Si vous avez un point faible, ça serait lequel? Ah bah, je crois que notre point fort, c'est d'être exigeant, très exigeant, intransigeant sur la qualité, sur le niveau, sur les fondamentaux, sur les contenus. On ne fait pas de cadeaux, on ne se ment pas à nous-mêmes, on ne vend pas de marchandises frelatées. Et notre point faible, c'est le revers de l'exigence, c'est que on ne fait pas de volume, et quand on ne fait pas de volume, eh bien c'est plus difficile d'équilibrer ses comptes. Mais le contenu, la qualité, passe avant l'équilibre financier. Merci à vous. Merci à vous. Donc, كنتوا تسمعوا في سيد لامباتش اللي هو رئيس باري دوفين وتونس دوفين في نفس الوقت. Encore une fois, bienvenue en Tunisie. Merci. Niveau touristique, c'est bon, c'est tranquille, il n'y a rien, il n'y a pas de... J'aimerais tellement qu'il y ait, comme vous bien sûr, plus une fréquentation plus grande, mais on sait la situation et on a compris que c'était précisément la cible de ceux qui veulent faire du mal à la Tunisie. Tout à fait. Donc, on ne remarquait rien de différent. Tout va bien, j'espère. La Tunisie éternelle. ميرسي ابو شو لهم باج وقدوا معنا مستمعينا مازال المصريين قانون الارهاب بعد شويه في برنامجكم يوم تاريخي بالنسبه لتونس. السيد عبيد الكافي رئيس لجنه التشريع العام والسيد غازي شواشي اللي هو عضو في لجنه التشريع العام ولكن امين عام مساعد التيار الديمقراطي معارض دونك معارض للمشروع هذا كيك تاخذوا صوره كامله على مشروع قانون الارهاب. تحيا تونس.